Pour moi, c'est vraiment important de toujours vouloir apprendre. La vie, c'est un apprentissage. On apprend, on transmet, et je l'ai encore mieux compris en étant parent. Comment t'as changé cette identité? Finalement, ce que tu dis, c'est très fort. Tu dis, je m'identifiais comme non-lecteur. Qu'est-ce qui a changé pour que tu changes d'identité? Le collégien lycéen, maintenant, il veut plus être à 10 ou à 11. Tu vas juste passer, juste. Non, il veut exceller. On vise l'excellence. Moi, c'est mon objectif. Moi, je veux que maintenant, ceux qui sont formés, quand c'est les collégiens lycéens, je le dis clairement quand ils viennent, je vise l'excellence. On nous apprend, mais on nous apprend jamais à apprendre. L'école, c'est fait pour ça, de base. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Oussama, Abi, comment ça va, tu vas bien? Ça va très bien la forme, heureux d'être là. Heureux d'être là également, c'est un honneur de pouvoir te présenter, d'interviewer, de savoir ce que tu vas nous dire, de ce que tu vas nous apprendre surtout, c'est quoi la valeur, qu'est-ce qu'on va tirer de ce petit café ensemble, comme si on prenait un petit café ensemble. Donc on va te présenter, on va dire ce que tu fais, on va savoir finalement quelle est la valeur que tu apportes aux gens, comment tu changes des vies, parce que moi je l'ai vécu, j'ai vu les petits messages que tu recevais, ça fait énormément plaisir. Aujourd'hui on peut dire que tu changes des vies, on peut le dire, et tout au long voilà, on va creuser, on va savoir ce que tu fais, comment tu le fais, et on va expliquer aux gens qui ne savent pas finalement, et ceux qui savent aussi, les prêcher les convaincus finalement également. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? D'accord, très bien. Merci Younous Avec plaisir. pour cette belle introduction. Je t'en prie. Moi, je m'appelle Oussama, j'ai 31 ans, marié, papa de 2 enfants, entrepreneur et formateur. Donc maintenant, je forme et j'accompagne dans les méthodes d'apprentissage. Mais je pense que ça va être le sujet de notre échange. C'est exactement ça. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est, moi je dirais, 2 passions communes. L'entrepreneuriat, tu le sais très bien, c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés. Cette belle vision, cette volonté de faire des choses, d'accomplir des belles choses, avec des bonnes actions, hein, comme on dit. Et puis la deuxième, finalement, c'est le savoir, l'amour du savoir. Donc en réalité, on peut dire qu'à table, il y a 2 philosophes. On peut le dire ou pas? En tout cas, pas moi, je me considère pas comme un philosophe. En tout cas, amoureux du savoir. Amoureux du savoir. Ouais, ça, c'est vrai. Concrètement, pour toi, l'apprentissage, le savoir, ça représente quoi? Pour moi, c'est vraiment important de toujours vouloir apprendre. Mhm. Parce qu'en fait, la vie, c'est un apprentissage. On apprend, on transmet, et je l'ai encore mieux compris en étant parent. Je me dis maintenant, c'est bien d'apprendre, c'est important. Et le savoir, l'ilm, pour moi, en fait, c'est la base de tout épanouissement. Et moi, j'ai toujours grandi avec lis, iqra, tu vois. Iqra. Lis, c'est la première chose. Mhm. Et malheureusement, je lisais jamais. Je savais que c'était important, mais je lisais jamais. Et ça, c'est une frustration que j'ai eue en moi pendant quasiment toute ma vie. Mes 30 premières années, je savais que c'était important de lire, mais je lisais pas. Waouh. 30 ans à ne pas lire finalement. Je te titille un petit peu, hein, C'est ça. mais c'est l'objectif. Et finalement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit ah ouais, iqra, quand même, il faut lire, c'est le moment, il faut. En fait, je pense qu'il y en a, ils vont se reconnaître. Moi, je savais que c'était important. Ouais. Et c'est pas que je voulais pas lire. Je voulais. J'ai essayé de lire. J'ai essayé de trouver des choses qui m'intéressaient. J'ai commencé à lire. Mon problème, c'est que pendant que je lisais, je pensais à autre chose. Tu vois, je lis un premier paragraphe, 1 page, 2 pages. Et en fait, moi, mon esprit, il est ailleurs. Je pense à autre chose. Et après, je me dis, ah, mais attends, je viens de lire quoi? Et ça fait, je reviens en arrière. C'est vrai ça. Et je relis 1 page, 2 pages. Ouais. Et je comprends pas. Et tu vois, je lis, je relis le même passage et je suis déconcentré, je pense à autre chose. Donc tu vois, je me dis c'est une perte de temps. Ouais. Je lis pour rien, je comprends pas. Donc en fait, c'est pour ça que je lisais jamais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais, moi, je peux te partager aussi mon expérience personnelle là-dessus. Il m'est déjà arrivé de lire 20 pages d'affilée. Finalement, je lis 20 pages, je me dis, mais. Ah ouais, là, je lisais, mais j'étais pas là. J'étais pas là. Et effectivement, c'est le cas, ouais. Et c'est quoi la réflexion que tu as eue? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment finalement ce problème-là, est-ce que déjà tu voyais ça comme un problème? Parce que c'est important. Clairement, un gros problème. Ouais. Mais pour moi, je pouvais pas le résoudre. Ok. C'était un problème, Mhm. mais pour moi, en fait, ça m'identifiait. C'était une de mes caractéristiques. Je ne suis pas un lecteur et je le serai jamais. Oh là là. C'était comme ça que je voyais. Tu sais que là, ce que tu viens de me dire, ça me fait mal au cœur. Et je suis sûr qu'il y a des milliers, on peut le dire, hein, la francophonie, c'est des millions de personnes qui sont dans ce cas-là, qui s'identifient comme des non-lecteurs. Et la lecture, tu vas nous le dire plus tard, c'est quelque chose de très important, ça permet de se développer. Je laisse le suspense, c'est toi qui vas nous expliquer quel est le rôle de la lecture, justement.
Comment t'as changé cette identité finalement? Tu t'es dit à un moment, parce que c'est vrai que finalement, ce que tu dis, c'est très fort. Tu dis, je m'identifiais comme non-lecteur. Euh, c'est fort, déjà, faut le dire, et ça fait mal au cœur encore une fois. Qu'est-ce qui a changé pour que tu changes d'identité? J'ai eu besoin qu'on me pousse un peu, Hmm. qu'on me pousse beaucoup même. Hmm. Donc, en vrai, moi, je me suis toujours intéressé, je voulais apprendre. Donc, Mhm. c'était plutôt par des vidéos, aller sur YouTube pour apprendre, ou beaucoup avec l'intelligence interpersonnelle en discutant avec des personnes. Ça, j'aimais énormément. Ouais, ça j'ai remarqué. T'étais trop fort dans ça. Ouais, mais... Mais la lecture, je voulais. Et en fait, tu sais, on a une personne parfois dans notre famille qui nous connaît mieux que nous. Hmm. On se connaît. Hmm. Moi, c'était ma mère. Ah, maman. Et ma mère, une fois, elle m'a inscrite à une formation sur Ouais. Paris. Ouais. Elle m'a dit, mon fils, on va aller à une formation de Mohamed Bouclé. C'est Mhm. sur Paris. Je me suis inscrit. Je t'ai inscrit aussi. Mhm. On y va en voiture et c'est toi qui conduis. Mhm. La maman, elle me dit ça. Moi, je peux pas dire non. Donc, je dis oui. Donc, je connaissais Mohamed Bouclé. J'avais entendu parler de lecture rapide, de tout ça, mais j'y croyais pas forcément. Franchement, Ouais. j'y croyais pas. Je me dis que c'est Mhm. pas fait pour moi. Mhm. Mais voilà. On a une opportunité. J'y vais. Je prends la voiture, on y va. Ouais. Et là, elle commence la formation. Là, attends, avant de commencer, parce que là, on va avoir beaucoup de choses à dire, mais je pense que tu as dit un élément central. C'est j'y croyais pas. Tu croyais pas à quoi? Quelles étaient finalement tes croyances limitantes? Tu pourras aussi nous dire ce que c'est une croyance limitante. C'était quoi justement ta réflexion d'avant? Tu y allais par le destin, voilà, certains l'appellent comme ils veulent, par cet amour finalement de ta mère, de vouloir que tu te développes, que tu apprennes, que tu avances finalement, hein, comme tu l'as dit, hein, tu avais besoin d'un beau petit coup. C'était quoi cette croyance avant d'y aller? Que tu avais sur la lecture rapide, l'apprentissage, c'était quoi? En toute honnêteté. Ouais, en toute honnêteté, je me disais, en fait, c'est pas possible de lire plus vite que. Je savais que je lisais lentement. Mais je me disais que quelqu'un qui lit un peu plus vite, c'est tout. Il va lire un peu plus vite. C'est pas il double sa vitesse, ou il triple, ou il lit un livre de 200 pages en 1 heure. En fait, j'y croyais pas. Je me disais que c'est impossible d'un point de vue physique. Ok. Même d'un point de vue de capacité intellectuelle, j'y croyais pas. Mm. Mais je suis quand même y allé. Je me suis dit, moi, j'aime bien tester, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et je sais que c'était une croyance, mais pour moi, tu vois, je prends avec des pincettes dans le sens où tant que t'as pas testé, tu peux pas donner ton avis. Mm. Tu vois, tant que t'as pas essayé, Mm. essayé plusieurs fois, Ouais. tu peux pas juger comme ça, tu peux pas donner un avis. Il faut l'essayer pour avoir vraiment un opinion en tout cas. Ouais, c'est vrai, t'as totalement raison là-dessus. Là, avec ce que t'as dit, ça m'a fait penser à ton parcours d'ingénieur. Tu vois, ce côté très rationnel, ce côté sceptique, ce côté... finalement, test and learn, hein. C'est ça, c'est de l'ingénierie. C'est tu testes, t'apprends, tu vois, tu corriges, etc. Et finalement, donc, ce que tu te disais, c'est, ok, j'ai une croyance qui, en l'occurrence, est limitante parce que tu vas nous expliquer finalement que c'était une croyance limitante. Tu disais, voilà, je suis sceptique, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même, je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je pourrais en tirer que des bonnes choses. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on est allé, donc c'était tout un week-end, et en fait la formation elle commence. C'était dans un bel hôtel, on était presque 80 personnes, Ok. et tu sais, au bout de 1 heure, 1 heure et demie de formation, là moi j'ai pris une grosse frappe. Ah ouais, Ah, direct. j'ai pris une claque, je me suis Une heure dit, et demie. je me suis dit 2 choses à ce moment-là, sincèrement, hein, Younes. Ouais. Je me suis dit mais pourquoi on m'a jamais appris ça? Ok. Je pensais pas que c'était possible. Mm. Il y a trop de choses. C'était que le début de la journée, je savais que c'était un week-end et qu'il n'y avait pas toutes les formations, mais je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est puissant. C'est que le début. Et la deuxième chose, dès le début, je me voyais déjà partager ce savoir à mes petits frères, petites sœurs et à tout le monde. Ok. Donc, ces deux Toujours dans le choses-là, je partage. me suis dit, c'est incroyable, pourquoi j'ai pas appris ça plus tôt? Ouais. Et la deuxième chose, c'est je me vois former, apprendre et partager ça au plus grand nombre. Ok. Ouais. Finalement, moi, ce que j'en tire, et corrige-moi si je me trompe, c'est ce que ça sous-entend, cette idée de pourquoi on m'a pas appris ça. C'est limite un petit extrait de rébellion. Tu sais, tu dis, mais attends, l'école, c'est fait pour ça, de base. Mais en fait, on nous apprend, mais on nous apprend jamais à apprendre. Totalement, c'est exactement ça le point important. Ouais. C'est qu'on nous demande toujours d'apprendre. On nous demande d'apprendre des bonnes choses, hein. Des cours de SVT, de physique, de maths, de français, d'histoire géo. Mais comment apprendre? Le apprendre à apprendre, pour moi, ça devrait et ça doit être une formation à part, un cours à part. Parce que c'est la base.
Une matière finalement. Limite une matière ou quelques cours ou je sais pas si ça doit être à l'école ou les parents qui doivent former les enfants ou les enfants qui doivent se former. Mais en fait, le comment apprendre, c'est pour moi la chose la plus importante. Quand on est à l'école, mais on pourra en discuter, mais même quand on est entrepreneur. Ouais. Tu sais, j'avais vu une vidéo de Yumi Denzel à l'époque. Et il disait les 10 compétences clés pour entreprendre. Okay. Et il commence par la 10e, la 9e. Et tu vois, il y avait plein de choses. Il y a le réseautage, la communication, le marketing. Il arrive jusqu'à la première, c'est à la fin de la vidéo. Et il dit la première, la compétence clé pour un entrepreneur, c'est la capacité à apprendre. Ok. Parce qu'il doit tout le temps apprendre. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et même pour un entrepreneur, donc en vrai, la base, c'est toujours apprendre. Mais ouais, on y reviendra plus tard parce que c'est vraiment un sujet sur l'entrepreneuriat et l'apprentissage. Si tu me le permets, on voit ça à la fin. Moi, je vais vraiment creuser là-dessus parce que je trouve ça très, très, très intéressant et je pense qu'on a le temps, mais c'est vrai que le temps file vite. Tu fais aussi de la gestion du temps, tu nous en parleras. Apprendre à apprendre, finalement, moi ce que je me dis, c'est que, alors les philosophes qui nous regardent, ils nous corrigeront, mais je crois que c'est une matière à part, effectivement, comme tu dis, c'est de l'épistémologie, je crois. Et ça, dans le cursus scolaire, on l'apprend bac plus 2, bac plus 3. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, j'ai envie de rebondir sur un message que tu as montré d'une apprenante à toi, qui est au collège, en cours de techno. Ça m'a fait rire et ça m'a beaucoup touché, ce message que tu m'as montré, qui dit Oussama, regarde, j'ai eu 18 sur 20. Et qui dit d'habitude, avec ce prof, je comprends rien. Et donc, cours de techno, l'algorithmique, tout ça. Et t'es toute fière. Et finalement, toi, comment ça te fait. Comment tu te sens finalement quand t'as des retours comme ça? Il y a une certaine satisfaction, un certain plaisir, c'est naturel. Et je me dis vraiment que là, t'es utile. Tu vois, pour moi, si j'aide une seule personne, c'est bon. C'est déjà très bien. Et elle s'appelle Asia. Et après, j'ai creusé, parce que sa mère, elle m'a écrit. Et en vrai, elle a eu 18 sur 20 en 3e. Mais depuis la 6e, elle a toujours eu des difficultés en technologie. Et sa meilleure note, c'était 13. Elle a déjà eu 13 et c'était une petite fête. Okay. Genre, elle a eu 13, sa mère qui m'expliquait. Et là, quand elle a eu 18, c'était incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a eu une heure de permanence et elle s'est dit, je vais utiliser ce que j'ai appris dans le mind mapping, donc c'est la prise de notes efficace, sur un brouillon pour résumer mon cours de technologie. Et en faisant ça, elle a eu finale 18 sur 20. Incroyable, elle était vraiment super satisfaite. Bravo à toi, Sia. Ouais, bravo. Franchement, fière d'elle. Elle m'envoie de temps en temps ce qu'elle fait, comment ça l'aide, ses résultats. Et vraiment, quand tu vois la joie comme ça, surtout pour les collégiens, lycéens, il faut savoir qu'à ce niveau-là, au collège, au lycée, la confiance ou l'excellence, plutôt à l'école, elle vient encore des résultats scolaires. En fait, généralement, quand tu as des bonnes notes, tu te considères comme un bon élève. Tu vas faire les actions pour être un bon élève. Les profs, ils vont te considérer comme un bon élève. Et eux, ils vont se comporter avec toi comme si tu étais un bon élève. Ah, ça me fait penser à l'effet Pygmalion, je crois. Exactement. Je peux s'appeler comme ça. Tu peux nous en parler un petit peu de l'effet Pygmalion ? C'est exactement ça. L'effet Pygmalion, c'est en fait ce que toi, tu penses de toi. Ça va influencer tes actions, qui vont influencer les autres personnes qui vont penser de toi et qui vont avoir un comportement différent en fonction de ce que toi, t'as renvoyé. Et si c'est une bonne chose dès le début, tu penses que tu es un bon... Par exemple, tu es un bon orateur. Ou, on va prendre pour les sportifs, un bon joueur de foot. Si tu te mets dans ta tête que tu es un bon joueur de foot, à l'entraînement, tu vas te comporter comme un bon joueur. L'entraîneur, il va te voir comme un bon joueur. Il va se comporter avec toi comme si tu étais le meilleur joueur de l'équipe. Et ça va faire en sorte que toi, tu vas prendre confiance en toi et être meilleur. Quand c'est dans ce sens, c'est positif. C'est même, on dit même que c'est une prophétie autoréalisatrice. Par contre, tu sais bien Younes, par contre, je suis nul en maths. Tu es nul en techno. Je suis nul en techno. Dès la 6e. Techno. Ça, c'est dans les matières. Dans toutes les matières, ça fonctionne. Je suis nul en français. Ces phrases-là négatives. Ou même, c'est pas fait pour moi. Ou moi, j'entends beaucoup, parce que je le disais avant, j'ai pas de mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais en fait, si tu le dis, tu vas le penser. Ton cerveau il va le croire. Et tu vas te considérer comme ça. Et tu vas faire en sorte de... Et là, ça peut être très négatif. C'est destructeur même. Ça me fait penser finalement au rôle des professeurs. Au rôle des professeurs dans tout ce que tu dis. Malheureusement, les professeurs, c'est des humains comme nous. Et ils ont des failles, ils ont également des croyances sur eux, des croyances sur leurs élèves. Et malheureusement, ils les transmettent. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de l'école. Beaucoup de gens qui peut-être nous écoutent, qui nous regardent,
qui ont souffert de l'école par des remarques de leurs professeurs qui leur disaient t'es pas bon, arrête, dirige-toi vers cette voie plutôt que cette voie-là, t'es pas fait pour ça, t'es pas assez intelligent. Tu vois, juste à le dire, ça me brise déjà le cœur. Finalement, ce que tu dis, c'est que peut-être qu'à cet âge-là, on n'a pas encore le temps d'avoir cette estime de soi et de se dire bah moi je peux le faire, je peux y arriver. Et, et finalement, on a des professeurs qui rentrent cette idée dans la tête des élèves, et ces élèves-là qui finalement commencent à le croire, commencent à se dire ah, et finalement, peut-être que je suis vraiment pas bon en techno, peut-être que je suis vraiment pas bon en français, peut-être que je suis vraiment pas bon en maths, c'est pas fait pour moi, je suis pas assez intelligent, j'ai pas une bonne mémoire. Moi, je sais que des membres très proches de ma famille ou de mes amis, ils ont passé un très mauvais moment dans l'école, à l'école. Bien sûr. Et comme l'école, c'est quand même c'est quand même nos 10-15 premières années dans la vie, c'est quelque chose qui nous suit à jamais. Ça nous Et forme, ça nous forme. construit. Et qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens, à ces parents d'élèves, à ces élèves qui ont souffert de l'école, qui peuvent le faire, parce que tu vas nous le dire, tout le monde peut apprendre à apprendre et tout le monde peut être bon. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Ok, je vais répondre à 2 points. Je vais répondre à ta question et après je vais revenir sur le rôle des professeurs ou sur l'école de manière Je générale. t'en prie. Mais sur ta question, c'est que en vrai, vraiment, il n'y a Mm. pas d'âge pour apprendre. Mm. Et c'est jamais trop tard. Mm. On dit souvent que le meilleur moment, c'était il y a peut-être 20 ans. C'était hier. C'était Oui, c'était il y a 20 ans. il y a aussi, 20 ouais. ans ou c'était hier. Mais en fait, c'est toujours possible. Mm. Moi, pour te dire, je me suis formé aux méthodes d'apprentissage avec Mhm. Mohamed Bouclé. On était dans une promo. Mhm. Donc, on était une cinquantaine Ok, de personnes qui se forment pour être formateurs, d'accord. qui se forment pour apprendre. Mhm. Et j'étais le plus jeune. D'accord. J'étais le plus jeune. Ok. Donc, la majorité, ils ont 40, 50, 60. Il y a des retraités. Mhm. Et tu dis, mais un retraité, pourquoi il l'apprend? Il veut devenir formateur, alors que peut-être qu'il est, il est déjà retraité. Comme quoi, en fait, eux, ils comprennent que c'est important d'apprendre et qu'on peut apprendre à tout âge. Et vraiment, hein, ça, on pourra revenir dessus. Et après, pour revenir sur le rôle des professeurs, moi, je pense que c'est quand même un métier très noble, Mhm. mais qui n'est pas respecté à sa juste valeur. C'est vrai. Pour moi, c'est les personnes qui donnent de la science, c'est les personnes qu'on devrait le plus respecter. Mm. Après, le système fait que même leur salaire, l'image qu'on Heureusement. envoie, mais on leur demande un peu trop. Et moi, je pense qu'on devrait mettre plutôt le rôle des parents au centre. À un moment, tu l'as dit, les parents d'élèves, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les parents. Moi, c'est plutôt eux. Parce Ok. que l'école, ils sont là pour donner du savoir, Mhm. mais les parents, ils sont là pour donner du savoir-vivre, du savoir-faire, du L'éducation. savoir-être, de l'éducation. Exactement. L'école, elle instruit, mais les parents, ils éduquent. D'accord. Et moi, en fait, il est là leur rôle. Les parents, généralement, en fait, c'est plutôt eux qui vont Mhm. mettre les enfants dans des catégories. Waouh. C'est peut-être eux qui vont dire mon fils il est comme ça, ma fille elle est comme ça. Et ça c'est mauvais. Quand t'es enfant et t'entends ton Tes père parents. ou ta mère Ah là là, c'est vrai. dire ouais mais mon fils il est catastrophique en maths, Mhm, mhm. il est franchement en anglais mais il apprend rien du tout. Bah, dès que tes parents disent ça, toi quand t'es enfant pour toi tes parents ils ont toute la science. Ouais, C'est les maîtres du monde, c'est tout ce qu'ils disent c'est la vérité. Mhm. On pense comme ça quand on est petit encore. c'est Ils vrai. sont parfaits on Voilà. pense. Ouais. Donc en fait tout ce qu'ils disent sur toi, tu l'absorbes comme une éponge. Et tu le gardes. Donc pour moi, en fait, le rôle, il est vraiment là des parents Mhm. quand les enfants, ils sont encore très jeunes. D'accord. Donc finalement, ce qu'on peut dire, et tu me corrigeras, hein, moi j'aime bien un peu rentrer dans le vif du sujet. Euh, si un élève, un apprenant, un enfant, fille, garçon, pense qu'il n'est pas bon, qu'il a de mauvais résultats, c'est avant tout et surtout le rôle de son père, de sa mère, qui, à son tour aussi, peut-être, n'a pas la méthode, finalement, n'a pas la manière, comme tu l'as dit, d'éduquer son et ses enfants, malgré tous les efforts, parce que on sait que les parents, bah, c'est leurs enfants, ça leur tient à cœur, ils sont là pour tout faire, ils font tout. Ils font tout, ils donnent leur temps, leur argent, leur amour, ce qu'il y a de plus précieux finalement dans cette terre. Mais ce que tu dis, c'est qu'il leur manque une méthode pour leur apprendre à apprendre. C'est ça que tu dis? Entre autres, c'est vraiment très complexe. On va parler de la méthode d'apprentissage, une méthode pour apprendre. C'est un des points. Mhm. Mais
c'est super large. C'est un sujet. On En a vrai, le pour temps, moi, il je y a pense. plusieurs choses qui rentrent en compte. Ouais. Mais ça peut aller très loin. Hmm. C'est qu'on est dans une société où les deux parents travaillent souvent. Hmm. On a moins de temps avec l'enfant. Ouais. On pense principalement à lui donner ce qu'on n'a pas eu de manière matérielle, mais pas forcément ce qu'on n'a pas eu de manière intellectuelle. Intellectuelle, affective. D'autres choses. Mm. Moi, personnellement, je suis contre le trop de matériel pour un enfant. Mhm. Et je pense qu'en fait, il faudrait aussi qu'il soit accompagné. Parce que parfois, les parents, ils sont pas formés. Ouais, En fait, ils veulent bien faire. Ils ont une bonne intention. c'est ça. Ils ont une bonne intention. Mais quand on pense bien faire et on le sait pas, peut-être qu'on peut faire des mauvaises choses. Ouais, malheureusement. Donc en fait, c'est bien de s'entourer, d'accepter la critique, d'aller voir en fait des personnes expertes dans le domaine. Et en fait, on devrait se former sur tout. Ouais. Mais pour être parent, il faut se former. Mm. Pour être papa. Tu vois, quand on fait des études, c'est pour un métier. Tu vas pas aller chez un mécanicien qui a pas fait d'études de mécanique. Tu vas pas aller donner ton corps chez un chirurgien pour te soigner pour une opération du cœur s'il a jamais fait d'études, s'il connaît pas le domaine. Pourtant, on se forme pas pour être papa, on se forme pas pour être maman. Là, j'ai un ami, il va se marier, il va regarder la vidéo. Je lui dis tout le temps, mais forme-toi au mariage. Ouais, c'est vrai. Non, mais on rigole. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais il faut se En fait, former. je rigole, c'est un peu nerveux, tu vois. C'est une évidence finalement, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas, t'as On raison. pense pas. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, on apprend tout le temps. Il faut tout le temps apprendre, quel que soit ce qu'on va faire. Et toi, concrètement, finalement, si on rentre un peu plus dans le côté technique, parce que là, on a englobé les choses et je pense que c'est important, finalement, comment tu fais pour apprendre aux gens à apprendre? Je retransmets exactement ce qu'on m'a appris. Moi, pour le moment, je partage la méthode Boclé. Donc, comme je t'ai dit, je me suis formé chez Mohamed Boclé. Donc, juste pour, dans les grandes lignes, lui, il est vice-champion du monde en lecture rapide, triple champion de France en mind mapping. Il est auteur de 2 livres qui sont incroyables. Quand je te disais, je lisais pas de livres, c'est le premier livre que j'ai terminé, c'est le sien. Ok, d'accord. Là, c'est Connaissance illimitée. Après, il en a écrit un autre, la méthode Boclé. Et franchement, super utile. Ça aide après à lire plein d'autres livres, à apprendre. Et tout ce qu'on a à lire, à apprendre, c'est énorme. Et ça nous aide à se construire dans tous les domaines. Et après, maintenant, ce que je partage, moi, c'est sa méthodologie. Je l'ai appliquée pour moi. Donc, je l'ai appris, je l'ai appliqué. J'ai vu des résultats. Énormément de résultats. Et maintenant, je la partage. Donc, ça fait quelques mois que je partage pour des collégiens, des lycéens, des entrepreneurs, des parents. Et maintenant, je vois leurs résultats. D'accord. Et là, je vois leurs résultats et la satisfaction, elle est énorme. Tu sais, quand tu es formateur, ton objectif, c'est de voir des résultats après. Même si on n'est pas responsable des résultats. C'est vrai. On est responsable des causes, de ce qu'on peut faire. Et après, les résultats, ils ne nous appartiennent pas. Et quand à la fin, tu vois qu'ils ont appliqué, ils ont mis de l'effort, ils ont mis de l'amour dans l'apprentissage, et qu'il y a des résultats, nous, on est satisfaits. C'est très très beau ce que tu dis. On a parlé des parents d'élèves, on a parlé des élèves eux-mêmes, finalement des apprenants. J'ai retenu une chose que tu m'as dit, et forcément ça m'a intrigué, ça m'a questionné. Lecture rapide, méthode d'apprentissage, mind pumping. Tu m'avais dit, ça permet de changer un humain, ça permet de traître à un humain de devenir meilleur. En quoi ces 4 éléments et tout ce que tu apprends finalement, ça permet de devenir une meilleure personne? C'est une vraie question philosophique. Hein. Mais qu'est-ce qu'être une meilleure personne? Je sais pas c'est quoi être une meilleure personne, mais individuellement, parfois on sait quand on est mieux que la veille. Ou en tout cas, on est mieux que l'année dernière. Ou qu'on tend vers une amélioration. Pour moi, c'est le chemin qui est important, pas forcément le résultat. Et en fait, ces différentes méthodologies, ces différentes formations, que ce soit la lecture rapide ou la lecture efficace, on pourrait dire, le mind mapping qui est la prise de notes, les techniques de mémorisation, plus la gestion du temps. Certes, c'est des outils d'apprentissage, mais en vrai, le bénéfice caché, que personne voit quand il s'inscrit, mais le ressent une fois qu'il y a des résultats, ou en tout cas à la fin de ses formations, c'est la confiance. Il y en a, ils diront la confiance en soi. Moi, je dis plus la confiance dans les capacités qu'Allah nous a données. Et en fait, cette confiance-là, elle te propulse. Elle te dit qu'en fait, mais rien n'est vraiment grave. Qu'en fait, on peut tout apprendre. Et on connaît rien du tout. Et on est faible. On est limité. Et on n'a pas forcément toutes les capacités.
pour tout savoir, mais on peut toujours faire mieux. Tous les jours, faire un petit pas. Et tu sais, on est dans un monde où les gens, tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire, ils savent pas. Parce que même nous, hein, mais on est dans un brouillard. On veut aller un peu dans tous les sens, mais on va nulle part. Et en fait, ces méthodologies-là, ça fait gagner de la confiance, mais ça t'enlève un peu du brouillard. Tu arrives à voir un peu plus loin. Tu arrives à voir un chemin. Et tu peux te dire, là, c'est un peu plus clair. Là, j'avance dans cette direction. Et ça te permet d'apprendre, mais de manière efficace. C'est-à-dire, c'est pas juste du savoir. C'est pas juste, t'as vu une vidéo. Tu sais combien de fois on regarde des vidéos, elles sont intéressantes. Tu dis, ah, c'est bien ce qu'il dit. Mais tu l'appliques pas. Tu le retiens même pas. Ouais, c'est Et vrai. là, Ça. l'idée, c'est de passer d'un savoir à un savoir-faire. Et ensuite, un savoir-être, peut-être. Et après, il y a le savoir-être. Je spoil un petit peu. Le savoir-être aussi, là. Je suis pas forcément très patient, mais c'est très très beau ce que tu dis. Finalement, en fait, le bénéfice caché, qui est en réalité un des plus grands bénéfices de ce que tu offres, c'est cette estime, cette confiance en les capacités que tu l'as dit, Allah nous a données. Ça crée justement ce sentiment de satisfaction, de reconnaissance. Et justement, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ça la question. C'est finalement, une fois qu'on s'est rendu compte des capacités qu'on a, des choses qu'on peut faire avec ce qu'on nous a donné. On nous a donné un cerveau. Malheureusement, on nous a jamais appris à comment l'utiliser finalement. Et comme tu l'as dit, après, on se dit que le cerveau que j'ai finalement, il n'est pas aussi... on va pas dire la suite. Et tu transformes la vie des gens et ils se rendent compte que finalement, les capacités qu'ils ont, ça leur permet non seulement d'être des bons élèves, d'être des bons parents, d'être des bons entrepreneurs, voilà, de grandir leur entreprise, d'améliorer leur relation au travail, ainsi de suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est ça la question. Ouais, c'est vrai que ça permet énormément de choses. Tu vois, déjà, généralement, moi, j'ai vu, ils arrivent à mieux se structurer. Ils ont une meilleure clarté, ils ont une vision, ils ont un plan d'action. Et la suite, c'est que maintenant, ils ont de l'ambition. Généralement, ils ont de l'ambition. Ok. Parce que maintenant qu'ils ont ces outils, ils sont prêts à partir en guerre. Ouais. Tu vois, ils le voient vraiment comme ça. L'entrepreneur, maintenant, il a de l'ambition. Il veut voir plus loin, plus haut, quelque chose de plus grand. Le collégien, lycéen, maintenant, il veut plus être à 10 ou à 11. Tu vois, juste passer, juste. Non, il veut exceller. On vise l'excellence. Moi, c'est mon objectif. Moi, je veux que maintenant, ceux qui sont formés, quand c'est les collégiens, lycéens, je le dis clairement quand ils viennent, je vise l'excellence. Ok. On va donner le maximum. On ne sait pas ça va être quoi les résultats, mais dans l'effort à fournir, on vise l'excellence. L'ihsan, exactement. on vise cette excellence. Tu permets justement de partager, toi, ta vision que tu as de l'excellence, parce que t'es un homme, il faut le dire, qui a une grande ambition, qui a une grande vision, qui a cette posture de l'excellence. Hein. On peut en voir qu'à ta tenue. Et moi, j'aime bien dire que t'es le formateur le plus classe de France. Non, je sais pas, mais ça, c'est parce que j'ai une autre casquette. Mais finalement, comment tu tires tes élèves vers l'excellence? C'est aussi ça la question. Comment tu les accompagnes au quotidien? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Voilà, tu nous as parlé d'Asia. Est-ce que tu as des exemples autres, des personnes, des personas dont on a cité? Alors, en vrai, il y en a énormément. Mais si là récemment... Je parlais d'une, c'est une formatrice que je forme également pour qu'elle devienne formatrice. Et en fait, quand elle a expliqué son histoire, j'ai vu qu'il y a d'autres formateurs qui ont exactement le même problème. Ok. Et là, c'est pas une élève. C'est même un parent d'élève, mais dans le milieu de l'entreprise, elle a eu un burn-out. Ok. Tu peux peut-être, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le burn-out, tu peux très vite nous expliquer ce que c'est le burn-out. En fait, c'est une sorte d'abandon à cause d'une grosse surcharge mentale, psychologique au travail. Et donc, tu as tellement travaillé, ça a été trop dur, il peut y avoir des pressions, de la hiérarchie, du stress, de vouloir bien faire énormément de choses qui font qu'au bout d'un moment, tu peux plus, t'exploses. Ça a explosé. Maintenant, je crois qu'elle est en prud'homme, ou en tout cas, c'est compliqué. Mais elle me dit, les méthodes d'apprentissage, la méthode Boclé, ça m'a sauvé du burn-out. Ça m'a aidé à me relever. Et, je me suis dit, comment ça? À apprendre à lire vite, à apprendre à prendre des notes, ça t'a sorti du burn-out. Wow. Et elle me dit, oui, clairement. Parce qu'en fait, ça m'a enlevé de la charge mentale, ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a donné des vrais plans d'action, de me dire que j'étais capable et de comprendre pourquoi elle a eu certains échecs. De comprendre pourquoi en fait elle allait dans tous les sens et sans forcément que ça soit bien fait.
Et en plus, elle tenait que j'en parle pendant le podcast. C'est vrai. Donc, ouais, elle m'a dit si tu peux parler du burn-out. Et... Ah là là, bah, on lui fait un petit coucou, on en profite. Je ne peux pas dire son prénom. On va pas dire Elle son se prénom, reconnaîtra. par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui souffrent du burn-out. Mais même pas que en France. Tu vois, dès qu'elle en a parlé, c'était dans un groupe avec les autres formateurs. Il y en a une autre qui a dit ouais, moi aussi c'était ça. Une autre a dit moi aussi. Oh là là. Oh là là, mais en vrai. Ouais. Il y a un petit tabou, et pas qu'un petit tabou, je pense. Il y a cette croyance qui dit que si tu as été en burn-out, et ça, c'est un peu des croyances qu'on devrait éviter d'avoir, et il faut le dire à voix haute. Si vous avez été en burn-out, c'est pas de votre faute. C'est absolument pas de votre faute. Et justement, il faut briser ce silence. Et comme tu l'as dit, elle a été courageuse, elle a brisé ce silence, et d'autres se sont reconnus en elle, et ils ou elles ont pris la parole. Est-ce que voilà, je te laisse continuer. Ouais, maintenant elle a la joie de vivre, maintenant elle est toute contente. Okay. Quand elle parle, quand elle se forme, maintenant elle forme elle aussi, elle partage. Et je voulais parler aussi de quelque chose par rapport à ça. Ça va revenir. Ouais, t'inquiète. On peut avoir un petit verre d'eau peut-être. Ouais. Merci beaucoup. Alors, très important, j'en profite aussi, la flexibilité, tu l'apprends aussi. La flexibilité, c'est un truc super important dans l'apprentissage, dans la manière d'être. Voilà, on n'est pas obligé d'être... Moi, je vais juste peut-être partager une petite anecdote. Si tu peux me permettre, c'est revenu. Hein. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est ce que je veux dire. Après, tu donnes ton anecdote. Allez, je t'en prie, allez. Mais en fait, la chose principale pour éviter le burn-out, parce qu'en fait, une des causes du burn-out, c'est qu'on a trop d'attentes sur des objectifs de résultats. Ouais. Comme si toi, tu étais responsable des résultats. Et en fait, si tu arrives à comprendre, mais vraiment, là, je dis ça vraiment avec intention, si tu arrives à comprendre que les résultats, ils ne dépendent pas de toi, mais que toi, tu es responsable des efforts, des causes, de ce que tu fais, en fait, normalement, tu n'as plus de burn-out. Mais sauf qu'en entreprise, on ne te demande pas de fournir un bon résultat, de bien travailler. Ouais. Non, on te demande juste des résultats. Ouais. On veut juste, c'est quoi le chiffre c'est quoi ce KPI KPI de résultats, parce qu'il peut en avoir d'efforts, et ceux-là, ils sont bien. Bien sûr. On se détache du résultat, on n'y est pour rien. Mais est-ce qu'on peut justement mesurer l'effort, le résultat ? Oui. Ah ouais, on peut le mesurer ? Ouais, ça on peut. On peut, chacun à son rythme. Là, on peut avoir des objectifs d'effort. Ok. Tu vois, entre quelqu'un qui dit je vais aller au sport pour perdre 10 kilos, il a un objectif de résultat. Et s'il n'atteint pas cet objectif, tu vois, il a tout donné, plutôt il pense qu'il a tout donné, il a essayé, il n'atteint pas. Il n'arrive pas à les perdre, ces 10 kilos. Il a quoi au fond de lui ? Il a une frustration. Il n'est pas bien. Ouais. Mais si ton objectif, c'est juste de dire je vais 3 fois par semaine à la salle, et pendant 45 minutes, je travaille à un effort de 80% de ma capacité. Et en fait, tu te concentres uniquement sur cette habitude, sur cet objectif d'effort. Des 3 fois, tu es régulier. Et tu te détaches du résultat. Je te promets, le résultat, il va arriver. Parce que tu n'es pas focus sur les 10 kilos. Tu es focus sur l'effort, sur ce qu'il faut faire. Et là, après, tu vas avoir le résultat qui va arriver. Donc, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce qui nous amène au résultat, finalement, c'est les efforts. Mais les résultats, on peut ne pas y parvenir. Admettons que tu t'es fixé dans ta tête, tu as cette petite idée de perdre 10 kilos, et donc tu vas 3 fois à la salle de sport par semaine, et finalement, tu vas quand même perdre 7 kilos, 8 kilos. Tu vas pas attendre tes 10 kilos, mais tu vas être déjà plus satisfait que le fait d'avoir arrêté au bout d'une semaine, 2 semaines, d'objectifs mal fixés. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'objectifs ? Est-ce que finalement les gens savent ce qu'est un vrai objectif ? Là, c'est encore un vrai sujet. Hein. Ouais. Moi, je le vois surtout dans les formations. On en parle dans toutes les formations, on commence par travailler l'objectif, mais assez rapidement. Mais dans la formation gestion du temps, on travaille vraiment l'objectif. Et moi, je l'ai vu en école de commerce, les étudiants, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, en vrai, ils ne savent pas vraiment c'est quoi un objectif. Moi, j'étais comme eux. Et souvent, on confond un désir, un rêve, un souhait, un objectif. Okay. Je veux être heureux, je veux être riche, je veux avoir quelque chose. Tout ça, pour le moment, c'est que des désirs, des souhaits. L'objectif, comment on travaille, nous, il faut qu'il soit smart. On entend tout le temps un objectif smart, smart. C'est quoi smart, là ? C'est quoi ? S pour spécifique, on parle que d'une seule chose. On va pas dans tous les détails. Parfois, ils me disent, je veux avoir le permis. Et moi, pour les titiller, tu vois, j'ai compris. C'est quoi ? C'est le permis moto, permis bateau, permis poids lourd. Non, il faut que ça soit spécifique. Je veux exactement quel permis,
Mhm. Après, ça, c'est le S. Il faut que ça soit mesurable. Comme on dit, tout ce qui est quantifiable est améliorable. Donc, dans Mhm. ton objectif, il doit avoir un chiffre. Ouais. C'est toujours plus simple, en fait, Mhm. de voir ton avancée. Sinon, c'est trop flou. Ok, donc ce que tu nous dis, premièrement, c'est spécifique et mesurable. Ok. La spécificité, ça permet quoi? Ça permet d'être focus. Ok. Vraiment de savoir c'est quoi notre objectif. Après, il y en a qui vont dire, mais j'ai plein d'objectifs. Ouais, bah, on fera plusieurs fois SMART. Hmm. Ce sera des objectifs différents. Ok. Mais viens, on travaille sur un seul objectif. Plus c'est précis, Mhm. tu vois, plus c'est laser, Mhm. plus c'est puissant. Ok. Le M de mesurable Mhm. et le A, souvent on le voit partout. Mhm. Dans toutes les écoles, c'est quoi le A? C'est à toi de nous dire. Souvent c'est atteignable. Ok. Sauf chez nous, c'est pas atteignable. C'est-à-dire. Le A, il est ambitieux. Oh. Notre objectif, il faut qu'il soit ambitieux. Mm. Parce qu'en fait, parfois, quand c'est atteignable, c'est trop facile. Hmm. Mais tu vois, quand c'est ambitieux, ça te propulse un peu, t'as envie. Tu vois, Tu c'est un peu un challenge, C'est un exactement. challenge, c'est un défi, ouais. Donc tu prends un objectif ambitieux. Mhm. Et même nous, tu vois, il faut qu'on ait de l'ambition dans la vie. Il faut Mm. qu'on vise haut. Mhm. Mais par contre, quand on vise trop haut, parfois c'est inatteignable. C'est Mm. trop dur. Donc- C'est trop difficile. Donc après, tu as le R juste après. Dans Smart, Ah. tu as le A de Tu ambitieux arrivais. et le R de réalisable. Ok. Étant donné qu'on est la communauté du juste milieu, notre Mm. objectif, il est Ah, entre sympa. l'ambition et le réalisable. Entre l'ambition et le réalisable. Et comment tu trouves ce juste milieu? Bah, c'est là où, dans ton objectif, tu dis, ouais, faut que quelque chose qui est ambitieux, mais que je sois capable de le faire. Hmm. Faut que ce soit un objectif, tu sais que tu peux le faire. Mhm. Que si tu mets les efforts pour, tu peux l'atteindre. Ok. Et après, tu le définis dans le temps. C'est la dernière lettre de Smart, le T, tu le Mhm. définis dans le temps. Mhm. Parce que sinon, demain, c'est demain, c'est demain, c'est l'année prochaine, ça c'est s'arrête jamais. jamais. Toute chose, il faut une date, une deadline. Une deadline. Ouais. Et C'est comme là sur le podcast. ouais. Si on nous dit t'as 1 heure, on va parler pendant 1 heure. Ouais. Mais si on nous dit rien, il n'y a pas de date. Notre objectif, c'est de parler des méthodes d'apprentissage. Ouais. On peut rester comme ça jusqu'à On reste jusqu'à jusqu'à toute la ce soir, journée. On a beaucoup de choses à se dire, effectivement. Ouais. Et typiquement, là, si tu prends l'exemple du permis de bateau ou du permis, tout simplement, permis de bateau, ça va marquer, tu vas bien faire rire. Je veux être riche. Comment tu smartises finalement Tu smartises, elle est bien. finalement cet objectif ou prends n'importe quel Non, objectif. il est très bien et t'es- celui-là, ça arrive souvent. Hein. En tout cas, il Ouais. y en a plein comme ça. Mm. Je veux être riche. La première chose, c'est quoi riche? Est-ce que pour toi, riche, Mm. c'est un montant? Mhm. Est-ce que c'est une situation? Mhm. Est-ce que c'est un état d'esprit? Mhm. Et il faut que ce soit quantifiable. C'est combien riche? Mhm. Et on a tous des définitions différentes. Parce que moi, si tu veux, je te dis, si tu vis en France, t'es riche. Ouais. Je vais pas aller dans les polémiques, mais si tu vis en France, Mm. t'es dans les plus riches du monde. 10% les plus riches du monde. Ouais. Voilà. Donc Déjà. ça veut dire quoi, Donc, riche? t'es Déjà, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Ouais. Tu vois, pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Mm. Donc ce que tu dis, c'est que chacun a sa définition de la richesse, ce qui fait qu'il faut bien définir sa propre définition pour que ce soit clair dans notre tête. Et une fois que tu as défini ça, Mhm. là, il faut un montant. Mhm. Maintenant, tu vas dire comment je fais pour l'atteindre. Ok. Et ça va être ça ton objectif. Mhm. Ça va pas être que le résultat. Mhm. Je sais pas, souvent, on parle des 10K par mois. Je veux 10 000. Ça, c'est juste l'objectif final. Mhm. Non, moi, ça va être, c'est quoi mon objectif SMART d'effort pour atteindre ça? Qu'est-ce que je vais Mhm. mettre en place? Et je vais travailler des objectifs sur ce que je vais mettre en place. Ok. Parce qu'on dit souvent que si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, Mhm. si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ok. Donc là, on travaille plus sur un objectif de résultat avec le verbe avoir, Mhm. mais un objectif de moyen avec le verbe faire. D'accord. C'est un, Tu vois la change- subtilité? c'est un changement d'état d'esprit finalement que. Presque, ouais. que- Ouais. Plus, et on va arriver sur la suite. Donc on veut plus avoir, mais on veut faire. Mhm. Mais si tu veux faire ce que tu n'as jamais fait, Mhm. il faut que tu sois dans ton identité quelqu'un que tu n'as jamais été. Waouh. Donc en fait, on cherche plus un objectif de avoir, Mhm. on va chercher un objectif de faire. Et pour avoir un objectif de faire, il faut un objectif de être, le verbe être. Et c'est pour ça qu'on dit on est des êtres humains. On n'est pas des avoirs humains. Ça n'existe Ah ouais. pas. Et comment finalement on devient? On devient meilleur, on devient un apprenant, un meilleur parent. Comment on devient? Comment on change cette identité? Je n'ai peut-être pas la réponse, mais pour moi, d'abord, l'intention. Déjà, juste le souhait, l'envie de devenir meilleur, Mhm. de cheminer vers l'excellence, Mhm. vers une réforme intérieure. Mhm. Pour moi, déjà, tu es sur le bon chemin. Et moi, pour moi, le plus important, c'est le chemin. C'est juste le premier pas. Mhm. Juste commencer. Tu sais, t'es pas obligé d'arriver jusqu'au résultat. Hein. Mhm. On dit souvent que le premier pas, il t'emmène pas où tu veux.
mais il te sort d'où tu es. Juste le premier pas. Ok. Donc, en fait, c'est surtout ça, pour moi, le plus important. C'est juste commencer, oser. Tu vois, après cette vidéo, faire ton premier pas. Juste commencer quelque chose. La suite, ça viendra. Mm. Et finalement, pour faire ce premier pas, ce que tu dis implicitement, c'est qu'il faut sortir de cette zone qu'on appelle la zone. La zone de confort, c'est ça que tout le monde dit. Moi, il y a on va dire un de mes pairs, mentors sur les réseaux, c'est Nabil Samlin. Tu vois, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai énormément apprécié son livre. C'est le deuxième livre que je lisais. Ok. J'ai énormément apprécié. Et une fois, il a dit quoi? Il a dit, j'aime pas, moi je reprends ce qu'il dit, hein. J'aime pas le mot zone de confort. Ok. Parce que, en fait, c'est trop mignon. C'est une zone de confort. Personne veut sortir de son confort. Ok. Tu vois, c'est trop bien, une zone de confort, pour se dire dans notre tête, je vais sortir de ma zone de confort. Donc déjà, les mots qu'on utilise, ils sont importants. Ouais. Et ça fait, dis-toi plus, c'est une zone de confort. C'est quoi? C'est une zone de quoi, du coup? C'est une zone de peureux, Wow. de médiocrité, Wow. de baltringue, de ce que tu veux. tu mets ce que tu veux, mais Mais il faut que ça Bon, en soit tout cas, fort. T'as ça plus soit fort. envie, toi t'as plus personnellement, envie de rester d'être- dans le confort. Parce que le confort, c'est confortable. T'as plus envie c'est d'être ça. dedans. Ouais. T'as plus envie dedans. Zone, Donc on va changer le nom. On va pas dire zone de confort, on va dire une zone de médiocrité. Une zone de médiocrité. Une Je veux zone sortir de ma- peureux. Et zone là, de tu vois, t'as envie de sortir d'une zone Ah de ouais, là, médiocrité. tu veux pas y rester. Je t'ai dit que tu veux pas y rester. Ok, donc, donc la première chose, c'est effectivement finalement de reconnaître qu'on est dans une zone de médiocrité. C'est pas... Enfin, est-ce que tout le monde a ce courage de se dire, bah là où je suis actuellement, bah je suis pas bon en fait. Je suis pas bon. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que le premier pas vers le changement, c'est de reconnaître qu'on n'est pas bon, qu'on est médiocre, qu'on est peureux. Et en fait, finalement, c'est le courage de se voir comme on est. Je sais pas trop. Presque. Mm. En fait, comment dire? Pour moi, c'est si t'as envie de changer quelque chose, tu te dis que t'es dans cette zone. Mm. Mais de base, pour moi, il faut se dire qu'on est déjà très bien comme on est. Mm. Et on a déjà tout ce qu'il faut. Ok, Et qu'on est satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est. ok. Et qu'en fait, quand t'es comme ça, tu vois, tu t'apprécies comme t'es. Mhm. Pour moi, c'est encore plus important. Parce que toi, je le sais, c'est par rapport à l'ambition que Mhm. tu as parlé de sortir de la zone de médiocrité. Mhm. Mais pour certains, ils vont rester dedans. S'ils se disent, je suis dans une zone de médiocrité ou que je suis peureux, bah, ça va me définir et je vais rester dedans. Ils vont plus faire d'efforts. Mm. Donc, tu vois, moi, je me dis... Il y a des belles subtilités que tu il y a- me donnes. ouais, il y a des Il y belles très subtilités dans le subtilités sens que tu me où donnes. ceux qui est conscient Mhm. et qui veut changer quelque chose, il doit Mhm. savoir qu'il n'est pas au bon endroit. Ok. Ou avec les bonnes personnes ou dans la bonne situation. L'environnement. Ouais. Mais sinon, de base, Mhm. dis-toi que tu es très bien comme tu es. Mm. Et maintenant, si tu veux de l'ambition, tu veux changer, là, tu peux te dire, bah, en Dans fait, cette j'aime plus où je suis, zone, voilà, il faut que je j'aime- change. j'aime pas, etc. Et là, je vais chercher les moyens. Euh, Pourquoi on a besoin d'être accompagné? En fait, finalement, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il faut faire le premier pas. Mais est-ce que déjà, ce premier pas, on peut le faire seul? Est-ce que pour aller d'un point A à un point B, comment on fait finalement? C'est surtout ça la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de gens comme toi, finalement, de formateurs, de profs, de coachs? Est-ce qu'on a besoin de vous? Moi, j'en ai eu besoin, personnellement. Et en fait, on apprend rarement seul. Mm. Dans la vie, hein, de manière générale, on a parlé de l'école, de l'éducation des parents, mais on apprend rarement seul. T'as appris à nager. Tu connais quelqu'un qui a appris à nager tout seul? C'est très dangereux. Ouais. C'est difficile, c'est dangereux. Ou ça peut prendre beaucoup de temps. Tu peux réussir seul, Mm. mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et tu prends des risques. Et tu prends énormément de risques. Moi, je pars du principe qu'on est fait pour vivre en communauté et Mhm. qu'on doit s'entraider. Mm. Et quelqu'un qui a déjà réussi, il va te donner les bons conseils. Quelqu'un qui a déjà trouvé le chemin pour sortir de la forêt, il va te donner, il va te guider. Mm. Quelqu'un qui veut apprendre à nager, il va te donner une perche, il va t'expliquer, il va te mettre dans l'eau. Il va te donner petit à petit, mais au bout d'un moment, tu vois la perche, Mm. il va commencer à l'enlever petit à petit, tu vois, jusqu'à ce que tu puisses nager seul. Ok. Et D'autonomie. une fois que tu as réussi à nager dans une piscine où tu as pied, tu vas nager dans une piscine où tu pas pied. Mm. Et après, tu peux nager même en mer, en océan. Mm. En vrai, dès que tu as les méthodes, Mm. dès que tu as confiance en toi, tu peux. Ouais. Et je le vois comme ça un peu dans les méthodologies d'apprentissage et dans le fait d'être accompagné. Il faut passer un cap. Sincèrement, moi, pendant longtemps, je pensais qu'on pouvait être accompagné qu'avec des personnes gratuitement. C'est vrai qu'il y a des conseils, tout ça.
Mais la première fois que j'ai investi pour apprendre, j'ai vu des résultats qui n'ont rien à voir. Et depuis, dès que je peux, je réinvestis pour apprendre. Je sais que je vais sauter de formation en formation, de coaching en coaching, Pareil. de mentor en mentor, mais tout en payant tout le temps. Tout en payant, ça a un prix. Ça a un prix, et pour plusieurs raisons. Il y a même... une fois, il y a eu un grand débat, vraiment une vraie polémique, mais est-ce que tu dois tout donner gratuitement sur les réseaux sociaux ? Toute la valeur, tu dois la partager sur les réseaux sociaux, gratuitement. C'est une grande question, ça. Tu sais, moi, mais il faut être fou pour donner tout gratuitement, et après, tu vas dire payer pour que je vous donne la même chose. Et mine de rien, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, j'en suis convaincu, il faut tout donner gratuitement, tout ton savoir, partage. D'une, déjà, quand tu partages un savoir, tu perds pas. Au contraire, ça se multiplie. Ça se multiplie, toi, tu le réactualises, tu l'apprends d'abord pour toi. Et surtout que la personne, elle va quand même payer pour se faire coacher, pour apprendre. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, tu as tout gratuit sur YouTube. Dans des livres, même si tu les achètes, les livres, mais tu as toute la science. Tu peux tout avoir gratuitement. Et pourquoi on n'apprend pas ? C'est parce que tant que tu n'as pas investi financièrement ou tu as réalisé un effort, tu t'attends à moins de choses. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Donc quand c'est gratuit, psychologiquement, tu dis c'est peut-être pas très important. Mais finalement, ce que tu dis, c'est que tu t'es convaincu qu'il faut partager la valeur et ça te fait perdre en aucun cas ton savoir et ça le renouvelle, comme tu l'as dit. Mais finalement, et ça c'est une crainte que j'ai moi personnellement dans le sens croyance, peut-être c'est une croyance limitante justement. Est-ce que si tu partages cette valeur, elle va pas être finalement gâchée ? Puisque justement, il n'y a pas de prix qui a été payé. C'est un débat, c'est ouvert, tu peux partager, mais moi c'est un peu cette conviction que j'ai de dire si une personne elle n'a pas fait les efforts pour justement sortir de sa zone, tu l'appelles comme tu veux, etc., est-ce qu'elle va donner de la valeur à ce que tu lui dis ? Parce que la seule valeur qu'elle donne, c'est son temps, et encore, faudrait voir à quel point elle donne une valeur à son temps. Finalement, est-ce que ça va pas être comme un peu toutes les vidéos motivational speaker, etc., que tu regardes et que tu zappes et finalement, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui te, dans ta conviction, te fait dire que c'est tout de même une bonne chose de partager ? Bah justement, vu que tu partages et pour eux, c'est gratuit, donc ça n'a pas forcément de valeur, bah, ils vont pas forcément mettre en application. Mais toi, tu vas prendre de la valeur. Toi, tu vas devenir une autorité. Ils vont peut-être pas mettre en pratique ce que tu vas dire, mais ils vont se dire « Ah ouais, il a raison. Ah ouais, c'est intéressant. » Et donc là, ils voudront passer à l'action, on va dire sortir la CB pour prendre une vraie formation. Et ça, je l'ai vu. Parfois, je donne la même formation dans une école, Bac+1, Bac+2, où les élèves, ils n'ont pas payé pour être en formation. C'est un intervenant qui vient, ils écoutent. Je vois comment ils sont concentrés, leur intention, comment ils prennent des notes, leurs questions qu'ils posent. Ça n'a rien à voir à quand je donne exactement la même formation à des personnes qui ont payé. Peut-être plusieurs centaines d'euros pour avoir le même cours. C'est la même formation, c'est les mêmes diapos, je donne les mêmes phrases, presque. Mais quand tu as payé, tu es concentré, tu prends des notes et tu mets en application directe parce que tu as payé pour un changement, tu as payé pour une transformation. Et quand je te dis c'est presque la même formation, c'est qu'en fait, à chaque fois, tu vas quand même t'adapter à ta cible. Dans les exemples, dans la manière de communiquer, tu vas t'adapter. Et donc là, c'est plus une vidéo qui est identique pour tout le monde. Non, c'est une formation qui t'est personnalisée au final. Directement pour tes problématiques, pour résoudre ton problème. Donc en fait, on paye, généralement, on paye pour passer à l'action, pour avoir un vrai changement. On ne paye pas pour du savoir, on paye pour une transformation. Ok, donc à partir du moment où on paye, ça veut dire qu'on est prêt au changement, on est vraiment motivé. Et derrière, c'est un peu, je sais pas si on appelle ça le biais de l'engagement, mais on est engagé. Tu sais, c'est comme quand tu payes pour la salle et tu as ton abonnement qui tourne et tu peux pas le résilier. Finalement, parfois, tu y vas juste parce que tu as payé. Et c'est cet engagement qu'ont les gens qui fait que peut-être ils sont beaucoup plus concentrés, qui veulent beaucoup plus changer, qui sont là pour la transformation. Et en plus de ça, ce que tu dis derrière,
tu m'as presque convaincu, tu m'as convaincu, c'est que finalement, tu vas pouvoir faire du spécifique avec eux. Tu vas pouvoir voir où ils sont leurs blocages, pouvoir discuter, pouvoir les coacher, pouvoir leur donner plus d'estime d'eux-mêmes. Euh, Tu vas être avec eux finalement. Et c'est un point. C'est un point. 1-0. Tu vois. Non, c'est très bien. Ok pour ça. Et finalement, ça me permet d'aller un peu plus dans le concret. C'est comment que tu accompagnes justement enfin, c'est comment il est ton accompagnement finalement? Alors pour le moment, j'ai des accompagnements en présentiel à la journée. Mhm. Donc c'est des formations d'une journée complète intensive. Et le deuxième type d'accompagnement, actuellement ce que je fais, c'est un accompagnement visé pour les collégiens et lycéens. Ok. Donc c'est vraiment un accompagnement sur 3 mois. Mhm. Et chaque mois, on apprend une thématique et on la met directement en pratique. Quand je te dis chaque mois, c'est qu'on a 1h30, 2 heures par semaine, de manière régulière, où on apprend. Et en fait, pendant toute la semaine, ils doivent mettre en pratique sur leurs propres devoirs. Donc c'est surtout pas du soutien scolaire. Mhm. C'est de la méthodologie qu'ils doivent appliquer sur leurs devoirs. Ok. Et un petit groupe WhatsApp, donc c'est semi-personnalisé, où je suis là pour répondre, pour accompagner, pour les suivre. Et on voit les résultats semaine par semaine. Et le premier mois, c'est tout ce qui est lecture rapide. Mhm. Le deuxième mois, c'est tout ce qui est prise de notes grâce au mind mapping. Et le troisième mois, c'est tout ce qui est technique de mémorisation. D'accord. Dans un cursus d'apprentissage, on Mhm. commence par lire, on prend des notes et on mémorise. Et là, tu vois les résultats sur les élèves. Mhm. Donc pour D'accord. le moment, j'ai cet accompagnement-là Mhm. que je propose. Mhm. Et l'accompagnement aussi en présentiel sur Lyon en une journée. Ok. Et tu veux parler, enfin, pour parler un peu plus de l'accompagnement perso, est-ce que tu peux, enfin, la fameuse journée, est-ce que tu peux nous dire comment vous commencez, comment, je sais qu'il y a un buffet, comment vous finissez finalement? Très bien. Donc c'est vraiment une grosse journée intensive. On commence par on accueille. Mhm. Il y a 4 thématiques. Donc Mhm. c'est soit la lecture rapide, soit le mind mapping, soit la gestion du temps, ou soit les techniques de mémorisation. On vient à la journée en petits groupes. C'est Mhm. toujours en petits groupes. Parce que pour moi, c'est important quand même que ça soit pas un cours magistral. Tu sais, si tu viens voir, on est sous forme de U. C'est de l'interaction et c'est de la mise en pratique directe. Mhm. Et ce qui est fort dans ces formations, c'est pas parce que c'est moi, hein, mais parce que Absolument j'ai pas. appris comme ça et je refais la même chose. Ok. C'est que contrairement à l'école, on commence pas par la théorie, Mhm. on commence par de la pratique. D'accord. Directement par de la pratique. Mhm. Et quand toi tu connais pas, tu pratiques, tu fais des erreurs, donc tu as une certaine frustration. Mhm. Et après on a la correction. Et en vrai, on apprend uniquement grâce à la correction. C'est le processus d'apprentissage, il est quand tu te corriges toi-même, pas le prof il te corrige. Ok. Tu te corriges toi-même, c'est là où tu retiens ce que tu dois faire, tu retiens la correction. Et en fait, on apprend comme ça, par de la pratique, de l'expérimentation. Et à la fin de journée, tu as la théorie. Oh. Tu as ce que disent les neurosciences Mhm. qui expliquent. Ça, c'est si tu sais le plus. Mais l'idée, c'est pas de partir juste avec de la connaissance, Mhm. c'est de partir vraiment avec un plan d'action, de la pratique. Ok. Et normalement, tu repars après cette formation-là. Mhm. C'est pas juste du savoir. Tu es prêt, tu as déjà mis en application. Ouais, tu pars avec tout le bagage finalement. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut. T'as commencé ta journée en essayant. Tu t'es rendu compte que bah, finalement tu savais pas faire. Et ensuite, on t'a dit mais pour faire, faut faire ça. Et ensuite, t'as intériorisé. Et en seulement une journée, t'as compris des choses que tu n'aurais peut-être pas compris toute ta vie. Ou peut-être que t'aurais pris 5-10 ans de ta vie pour l'apprendre. Finalement, t'es un accélérateur, un petit accélérateur, un grand accélérateur. euh, En fonction de ce que tu donnes. C'est l'objectif, clairement. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Ça te fait gagner énormément de temps. Mm. Et le temps, ça a plus de valeur que l'argent. Ouais, C'est un bienfait inestimable. c'est un bienfait. Justement, en parlant de temps, je sais que tu parles aussi de la gestion du temps. Je réajuste ma montre par rapport au temps qu'on nous a donné. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la gestion du temps? Cette formation, elle est incroyable. Mm. Il y en a plein. Et parfois, on dit on veut gagner du temps, la gestion du temps. En vrai, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas enlever ou rajouter, hein. Entre quelqu'un qui gère son temps, il va pas rajouter des heures, il n'aura pas une journée de 20 à 25 heures. Ouais. Mais ça va être comment tu optimises ton temps, plutôt comment tu gères tes tâches Mm. pour mettre en premier les tâches prioritaires, comment tu les gères, c'est plein de petites techniques, de la mise en pratique, pour en fait faire 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps. On cherche plus à être uniquement efficace, mais à être efficient. Mm. Je te partage juste une petite anecdote qui permet de rebondir ce que tu dis.
Chaque matin, quand je pars au travail et que quand je rentre du travail, je pense à toi. Tu sais pourquoi? Sur mon vélo, je me dis j'ai 30 minutes pour aller au travail et 30 minutes pour revenir. Tu m'avais dit un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est de calculer ton taux horaire, ton vrai taux horaire. Et finalement, ce que tu dis, c'est que ta journée de travail, tu dois y rajouter 1 heure. Parce que sur ton vélo, bah, tu es en train de te rendre sur ton lieu de travail, donc tu dois le compter. Et finalement, au lieu de faire ton salaire divisé par 35, tu dois faire ton salaire divisé par... donc tu rajoutes les heures, 40, 45. Ça m'avait beaucoup marqué, ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu très rapidement là-dessus? C'est vrai que j'en parle souvent, ça. Parce que moi, en fait, ça m'a mis, pareil, une grande frappe. La première fois qu'on m'a dit, c'est quoi ta valeur? Tu coûtes combien? Mm. Simple. Bah, Mm. mon salaire divisé par mon Le nombre temps de d'heures, c'est travail. mon taux horaire. Mm. Mais combien de temps sur le trajet? Mm. Combien de temps à travailler sur des mails, Mm. groupe WhatsApp, à penser au travail, au Ouais. business en tant que salarié? Mais en vrai, c'est plus du 35 heures que tu fais. C'est du 50 heures. Ouais. Mais tu es payé pour du 35 heures. Donc quand tu divises ton salaire, non pas par le 35 heures par semaine, mais par le 50 heures par semaine, tu vois que tu n'es plus payé à 15 euros de l'heure, mais peut-être du 9 euros de l'heure. Ou du 10 euros de l'heure, Mm. au final. Mm. Et donc en fait, là, c'est là où tu prends en compte la valeur du temps. Et tu sais, après, ça peut t'aider à prendre d'autres décisions. Le fait de faire un drive, tu Ok. vois, pour les courses. Mm. Le fait de dire, mais en fait, ça sert à rien de faire tout le tour de Lyon pour aller acheter de l'huile parce qu'il est 5 centimes moins cher dans ce magasin que dans un autre. Ouais. Parce que tu as perdu 1 heure. Mm. Donc 1 heure pour gagner 2 Plus euros, du carburant aussi. du carburant, tout ça. En vrai, au final, tu réfléchis différemment. Mm. Tu prends des meilleures décisions. Ouais. Tu changes ta perception de la valeur du temps. Parce que finalement, le temps, c'est la vie. Et je crois que c'était Mohamed Bouclé qui disait ça aussi. Qui disait que finalement, il faut pas dire j'ai perdu du temps, mais tu dis j'ai perdu du temps de vie. Et c'est très parlant. Euh, je crois qu'on arrive plus ou moins à la fin de notre entretien. Je vais juste me permettre de dire quelques mots et ensuite je te laisse le mot de la fin. Euh, Moi, je voudrais remercier, euh, même si je suis un peu rebelle, un peu tatillon, tous les professeurs qui font de leur mieux au quotidien, malgré ce qu'on dit d'eux, malgré peut-être, effectivement, je le pense, des mauvais salaires, ainsi de suite. Remercier également les parents et leurs efforts. On sait qu'ils font leur maximum, mais il leur manque des méthodes. Je te remercie également de m'avoir invité pour justement en savoir plus sur ce que tu fais et permettre aux gens d'en savoir plus également. On remercie Cyprien également de nous avoir accueillis dans ce beau lieu. Et un grand remerciement également à tous les coachs, tous les formateurs qui changent des vies. Moi aussi, effectivement, je suis comme toi, je suis amoureux du savoir. Pas parce que le savoir c'est le savoir, mais parce que le savoir change des vies et les gens doivent s'en rendre compte. Et je te laisse le mot pour la fin, Oussama. Qu'est-ce que tu nous dis pour un bel au revoir jusqu'à la prochaine vidéo où tu vas nous apprendre encore des belles choses. En tout cas, merci aussi à toi. En fait, je vais juste terminer par remercier déjà toutes les personnes. Si toi, tu as vu cette vidéo jusqu'ici, jusqu'à la fin, je te remercie. Parce qu'en vrai, je reçois beaucoup de soutien et ça m'aide énormément, tu vois. On parle des coachs. Je remercie chez qui j'ai appris. Je remercie ma mère qui m'a inscrite à cette formation et qui me soutient encore au quotidien. Je remercie aussi une petite dédicace à tous les formateurs qui se forment, aux différentes teams. Moi, je forme en fait la team Saphir, tu vois, dans les formateurs, mais aussi la team Emerald, la team Elite, la team Jade, Ruby. Tu vois, il y a plusieurs teams et on est plusieurs, on est ensemble. Et en fait, ça se multiplie le savoir. Et là, il y a plein de formateurs qui vont arriver. Donc là, peut-être que vous me voyez, mais bientôt, vous allez en voir plein d'autres. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et l'idée, c'est qu'on partage cette science utile pour notre communauté, pour tous ceux qui veulent apprendre, pour tous ceux qui veulent évoluer. Et pas ceux qui se disent, ouais, de toute façon, il y a l'IA qui arrive. Tu sais, je lance direct. Allez, prochain sujet, l'IA. Ah, je ne m'y connais pas assez. Mais en tout cas, apprendre à se connaître, apprendre. Je terminerai juste par vous remercier et dire qu'il faut continuer à apprendre. Merci Oussama. À très vite. Merci à tous.